Alors bonjour à toutes et à tous, hein. On va débuter, hein, comme on a un webinaire assez complet, on va démarrer un peu plus rapidement. Donc le dernier webinaire avant les congés d'été, avant que chacun aille profiter du soleil, un petit point réglementaire et suivi des actualités. Alors, tac. Pour commencer, est-ce que Karim, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore, mais j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Bonjour à tous, hein. Merci de vous être encore rendu disponible sur ce début juillet, en sachant que vous êtes tous aussi sur la dernière ligne droite, et que ce soit les examens, les clôtures, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est vraiment sympa d'être présent. Alors moi, pour être synthétique, voilà, une grosse expérience dans le champ de la formation, ancien dirigeant d'un organisme de formation, et puis grosse expérience également dans le champ de l'audit, essentiellement sur Calliope, bien évidemment, sur les multisites. Et depuis maintenant 7 ans, hein, je dirige mon cabinet d'audit et de conseil. Très bien, c'est ça. Et tu m'as dit que tu es en audit aujourd'hui aussi, audit Calliope. Je suis effectivement audité aujourd'hui. Et tu trouves quand même le temps d'animer un webinaire, franchement, c'est super. Et moi, donc voilà, 5 années d'expérience en tant qu'auditeur qualité, également auditeur Calliope, hein. Certains ont pu m'avoir dans leurs locaux pour leur audit de renouvellement et plus spécialement chargé de mission qualité ici chez nous à l'ISQ, hein. Donc, comme vous le savez un peu, l'actualité récente, hein, nous, on est audité par le COFRAC, on a aussi des choses à respecter, on a une accréditation qu'on doit maintenir, hein. Comme vous devez maintenir votre Calliope, nous, on doit maintenir notre accréditation pour pouvoir délivrer Calliope. Et voilà, c'est ça un peu l'essentiel de mon activité. Petit point sommaire, donc cartographie, vous savez, retour sur édition de mai, deux, trois petites questions qu'on a récupérées de l'édition précédente, les évolutions législatives réglementaires qui a beaucoup bougé, hein, depuis le 1er juillet, on aura beaucoup de choses à dire. Actualité, notamment tout ce qui est contrôle, on va reparler un peu des visites de confirmation du COFRAC et profiter de faire un premier retour sur les audits de surveillance qui ont un petit peu débuté. Et pour finir, les petites nouvelles solutions ISQ certification de produits que l'on va aborder. Et avant ça, Karim, un petit rappel sur la position d'ISQ certification aujourd'hui dans ce webinaire. Alors encore plus à l'issue de la thématique abordée aujourd'hui, Tout hein, à fait. toutes les questions d'ordre légal, législatif et juridique, nous ne pouvons les traiter comme nous ne pouvons faire de conseils. Cependant, on est à disposition pour répondre aux questions, bien évidemment, post-webinaire. On a l'habitude de recevoir beaucoup de questions à l'issue des Mhm. webinaires ou pour lesquels on les traite spécifiquement avec Laure Robert, ici présente. Merci à Laure et lui aussi d'être présent en permanence sur les webinaires et puis de participer à la qualité de nos webinaires. Mais en tout cas, voilà, l'ISQ ne peut se permettre de pouvoir répondre à toutes les questions législatives juridiques. Mhm. Exactement, c'est important de le rappeler. Voilà, petite animation. Alors, la cartographie, pour commencer, vous en avez l'habitude. Au dernier comptage, 150 979 NDA, hein, ça continue de monter, plus 20 000 par rapport à l'année dernière au même temps de passage, 15% d'augmentation sur les NDA déclarés auprès de la DGEFP et 44 633 organismes certifiés. Là, les organismes certifiés, ça stagne, hein, ça reste un peu aux alentours des mêmes chiffres, 44 000 certifiés. Nous sommes aujourd'hui 33 certificateurs accrédités par le COFRAC pour délivrer la certification Calliope et il y a toujours 8 instances de labellisation qui peuvent également délivrer la certification Calliope. Je rebondis, Raphaël, sur ce que tu disais concernant l'ISQ certification, hein, sur cette logique d'accréditation. Mhm. COFRAC, avec bien évidemment la mise en œuvre d'audit, hein, on a constaté ces dernières semaines la suspension de deux organismes certificateurs, comme quoi le COFRAC fait le job aussi. Donc, et puis on sait ce qui va arriver aussi au 1er janvier, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, effectivement, réduction moins 2 pour l'instant d'organismes certificateurs qui sont suspendus à l'heure d'aujourd'hui.
Très bien. Merci Karim. Le retour sur l'édition de mai 2025, des petites questions. Première question Karim, comment en tant que sous-traitant je peux recueillir la prestation des stagiaires alors que de plus en plus ce recueil est fait directement par le donneur d'ordre via des interfaces dématérialisées et lesquelles en tant que sous-traitant je n'ai pas accès. Comment faire? Alors, c'est une question qui est revenue régulièrement. Mhm, Je vous renvoie dans la lecture de l'indicateur 30, le bas de page. On est bien sur le recueil de la prestation des bénéficiaires et de son donneur d'ordre sur la prestation mhm. réalisée quand on est audité dans le cadre de la sous-traitance. Donc, oui, effectivement, même si vous intervenez en sous-traitance, vous devez recueillir les bénéficiaires et celui du donneur d'ordre. Très bien, merci Karim. Deuxième question, si une personne qui est dans une société de portage salarial et qui travaille avec un OF qui est certifié Calliope, est-ce que cette personne doit aussi être certifiée Calliope? Non, pas du tout. C'est bien la société de portage qui a son NDA, qui est qualifié. Et donc, non, l'intervenant n'a pas à être qualifié. Alors que après, il y ait d'autres velléités, d'autres orientations de se lancer à son compte, oui, forcément, mais pas dans le cadre des sociétés de portage salarial. Très bien, merci Karim. Et dernière question, lors de l'audit de surveillance, quelles sont les non-conformités qui seront traitées, surveillées? Toujours les non-conformités entre l'audit précédent et l'audit pour lequel vous êtes soit le renouvellement, soit la surveillance. Donc, on se rapproche beaucoup plus des non-conformités de l'audit précédent. Très important. Très bien. Merci Karim pour ces clarifications. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, les évolutions législatives et réglementaires au 1er juillet, hein. Il y a eu beaucoup de changements. Un premier, et pas des moindres, c'est la réforme du financement de l'apprentissage Karim. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Constater que ces derniers temps, il y avait des vraies réflexions qu'on pouvait voir au regard des différents échanges qu'on a pu avoir aussi avec les partenaires institutionnels sur une volonté de cette réforme. Parce que on devait répondre à un besoin lié à l'économie de marché, très clairement, avec une logique de soutenabilité financière également pour l'État. Et puis, la petite nouveauté, c'était la réussite des apprentis. Parce que, comme vous pouvez le savoir, vous avez des obligations de transmettre vos indicateurs d'insertion, qu'on le a dans Calliope dans l'indicateur 2, et ou également, lorsqu'on est titulaire, détenteur d'un titre RNCP, vous devez envoyer les informations à France Compétences. Et c'est pour ça qu'il y a une analyse très claire sur les entrées sur le marché du travail des apprentis qui a été effectuée. Donc, il y a une réflexion apportée sur la réforme. C'est ce qui amène très clairement cette nouveauté au 1er juillet. Donc, avec, dans un premier temps, une évolution des modalités de versement des niveaux de prise en charge. Donc là, il y a une proratisation. Maintenant, avant, on était plutôt sur une facturation annualisée. Et là, maintenant, c'est très clairement cadencé, une proratisation jour de formation réellement effectuée au regard du nombre d'heures Mhm. de journées prévues. Si vous aviez une formation, si vous aviez un contrat sur 400 heures, ben voilà, sur 6 000 euros de prise en charge, bah, maintenant, il y a une proratisation qui va être faite au regard du nombre de jours réellement effectués. Ça arrive souvent quand on a des calendriers pédagogiques qui sont revus avec moins de jours, où la durée réelle de formation, elle est beaucoup plus basse. Donc maintenant, il y a une prise en compte avec un calendrier cadencé, avec un versement, avec quatre versements. Donc 40%, 30%, 20% et 10%, c'est la vraie nouveauté. En sachant, on vous a donné un exemple très clair, on signe le contrat au 1er janvier, il y a un premier versement plus tard, 30 jours après, avec une première facture adressée par le CFA, avec 40% du montant annuel. Il y a 7 mois plus tard, donc les 30% à nouveau, et au 10e mois, donc au mois d'octobre, on est sur les 20%. Cependant, la nouveauté, c'est concernant les 10%, sachant qu'il faut envoyer bien évidemment la facture et le certificat de réalisation dans les 4 mois suivants, la fin de contrat. Donc là, pour l'exemple, on a noté avril 2027 pour obtenir les 10%. Donc, point de vigilance très clair pour les CFA, en tout cas, entre autres, qui sont sur le volet contrat d'apprentissage, de bien facturer en temps et en heure.
Ah bien, exactement. Merci Karim. Autre point qui a changé, c'est notamment les niveaux de prise en charge sur les formations à distance. Ouais, ça a un gros impact pour nos amis qui dispensent des formations tout en distanciel. Et il y a une volonté très claire d'être sur une logique aussi de minoration. Hein. Il y a maintenant 20% sur les formations, donc c'est une réduction, hein, bien évidemment, de 20% sur le niveau de prise en charge pour les formations également supérieures à 80% distanciel. Donc, ça veut dire qu'il y a un coefficient qui va être de minoration qui va être appliqué. Hein, si vous êtes à 90%, bah, c'est un coefficient qui sera mis en œuvre. Donc maintenant, très, très clairement, on revient sur une logique de mise en œuvre d'actions tout en distanciel avec une intégration un peu de présentiel. À mon avis, c'est davantage vers ce vers quoi on doit tendre, même si effectivement, ça risque de complexifier pour les OF qui étaient sur ce modèle économique. Mais maintenant, c'est au 1er juillet une obligation. Donc, surtout sur le niveau de prise en charge. Très bien. D'autres, Alors, il y avait une d'autres- autre partie. Ah, Raphaël, pardon, tu peux excuse. revenir sur la slide Oui, précédente? le nouveau CERFA, effectivement, pardon. Ouais, c'est ça, parce que maintenant, alors, ce qu'on est en train de faire, hein, c'est de la veille aussi de manière globale pour tous les organismes, et ça, je pense que tout le monde le fait dans le cadre aussi de sa veille permanente. Donc c'est toutes ces informations-là, on les a mis en annexe avec les liens correspondants au texte de loi, ainsi de suite, donc pas de souci, hein, pas d'interrogation très forte là-dessus. Cependant, concernant la participation des employeurs à la prise en charge, ça va être très impactant pour les structures qui proposent des bac plus 3 avec une participation obligatoire à 750 euros par contrat pour l'employeur. Donc, dans ce cadre-là, il y a un nouveau CERFA qui est sorti et une nouvelle convention de formation par apprentissage, forcément, qui a été réactualisée, puisqu'il y a une part attendue pour les employeurs. Donc, effectivement, c'est un impact très important et on va s'en rendre compte par la suite. Donc, cette participation de 750 euros pour les Bac plus 3, à partir de Bac plus 3. Exactement, des bons changements. Et autre chose qui est sortie voilà, fin juin sur les fraudes notamment. Alors là aussi, bon, le 30 juin, effectivement, il y a une loi qui est sortie. Alors on a ciblé trois articles extrêmement importants Mhm. concernant l'introduction de la possibilité de suspendre ou radier un OF par rapport à son NDA s'il y a des fraudes avérées, un refus d'obstacle et des non-conformités graves aux obligations réglementaires. Réglementaire, très important. Lorsqu'on est au COF, si on veut maintenir son NDA, on doit respecter le cadre réglementaire attendu. On a une possibilité d'avoir une suspension de 4 mois. Ça, c'est aussi via la décision de l'administration, donc des DRETS. Hein, important, on regarde cet article. Également l'article 34, hein, où il y a une accélération et un renforcement des contrôles avec les contrôles pour tous les financeurs publics et mutualisés, un renforcement de la traçabilité des flux financiers. Donc, par exemple, lorsque vous devez CFA déposer votre compte analytique sur Carousel, bah voilà, il y a des choses qui vont être beaucoup plus attendues en termes de traçabilité. Pareil, avec une possibilité de suspension immédiate de financement très claire sur ces financements publics et mutualisés. On a l'article 35 qui a un impact parce que pour le coup, maintenant, c'est l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui Yes. l'autorité de contrôle pour tous les acteurs. Alors, pour ceux qui s'interrogent, qu'est-ce que l'IGAS? Je vous renverrai vers leur page qui détaille bien toute leur mission, mais ça, c'est un volet très important. Au même titre, de manière veille réglementaire, il y a des choses qui sont nouveaux concernant les nouvelles modalités d'attribution des NDA. Hein, donc ça c'est on va dire, ça s'est plutôt synthétisé pour les micro-entreprises. Cependant, il y a des choses beaucoup plus évolutives, avec des durées qui passent de 30 à 60 mois pour l'obtention d'NDA, avec une structuration très, très, très importante des dossiers pour éviter de recevoir des refus qui vont vous relancer après 2 mois et ainsi de suite. Donc, il y a une nouveauté concernant l'obtention d'NDA. Donc, vigilance, d'autant plus que dans ta slide numéro 1 concernant la cartographie, on voit qu'il y a une augmentation réelle des NDA et ça va être important. On sait que, par exemple, pour les sous-traitants,
hein. Le NDA est obligatoire dans le cadre de l'arrêté du 28 décembre. Au même titre, hein, pour votre information, vous devez déclarer vos sous-traitants hein, depuis début juin concernant les sous-traitants. Souvenez-vous que l'arrêté et le décret étaient au 1er avril. Donc, tous les sous-traitants que vous avez embauchés du 1er avril 2024 au 31/12/2024 doivent être déclarés. C'est en ce moment qu'il faut le déclarer. Donc, ne l'oubliez pas, surtout parce que vous avez compris qu'au regard des différents contrôles, c'est des choses qui vont être vérifiées. Ouais, exactement. Merci Karim pour ce gros point de précision. Et un autre arrêté qui est sorti tout récemment qui concerne la C'est ça. VAE. Il y a l'arrêté le 3 juillet, c'est tombé le 9. Donc, il faut vraiment être en veille hein. En ce moment, ouf, quoi. Il faut vraiment. Ouais, c'est ça. Donc, c'est surtout la nouveauté, c'est concernant les modalités d'accompagnement avec un accompagnement personnalisé renforcé. Hein, ça, on l'avait déjà vu concernant l'architecte accompagnateur, mais là, on va attendre beaucoup plus de choses. Le lien est en annexe hein, concernant cet arrêté. Maintenant, il y a un double dossier avec ou sans accompagnement concernant le dossier de faisabilité. Donc ça, c'est également une clarification des prérequis réglementaires attendus au titre. Pareil, il y a des choses qui sont dans l'arrêté qui sont clairement définies concernant les prérequis pour pouvoir passer sa VAE, et le Canopy pour tous les accompagnateurs, organismes d'accompagnement. Bon, bah, Mhm. maintenant c'est réglé, plus de débat, sous-traitant ou pas sous-traitant, là c'est vous êtes un organisme qui accompagne ou un accompagnateur indépendant, il vous faut Canopy dorénavant. Eh bien, justement, en parlant de Calliope, quelles seront les orientations prévues? Là, on va parler de théorique, hein, on n'a encore rien n'est sûr, mais quelles sont les orientations prévues sur Ouais. Calliope? Alors, je sais que beaucoup nous ont sollicité, beaucoup s'interrogent. Alors, effectivement, hein, on reste au conditionnel. Parce que vous l'avez constaté, du jour au lendemain, tout peut changer. Cependant, il y a des orientations qui sont très clairement aussi attendues. Il se murmure, Raphaël, figure-toi qu'une V10 pourrait sortir en septembre. Tiens, Ah oui. du Bon, voyons. RNQ. Donc, l'information est celle-ci, hein, donc toujours au conditionnel, mais une V10 pourrait sortir à partir de septembre. Ensuite, concernant les orientations qui sont préconisées au sein des organismes certificateurs également, hein, c'est aussi la vérification lors des audits beaucoup plus poussée des 14 missions du CFA. On a toujours cette problématique qu'on rencontre sur les missions du CFA lors des audits. On a aussi l'information concernant les titres RNCP où là, je pense qu'il va plus y avoir de possibilité d'avoir une démarche marketing, où l'idée, c'est j'ai le titre RNCP déposé, c'est celui que je devrais commercialiser en termes de nomination. Donc ça aussi, ça va avoir un réel impact sûrement dans les stratégies marketing de tous les détenteurs et de tous les OF habilités à organiser et évaluer sur ces titres-là. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça. On parle d'un nouveau label hein, pour les écoles d'enseignement supérieur privé, mais ça, j'aborderai le sujet un peu plus tard, qui va avoir également un impact considérable, mais c'est des choses qui seront plutôt attendues au courant 2000 de ce label-là. Euh, on va être également attentif à ce qu'on appelle la pédagogie de l'alternance. Vous savez, cette progressivité de l'apprentissage entre le secret d'entreprise, la place du maître d'apprentissage, sa qualification, comment on évalue, ça va être encore beaucoup plus attendu qu'on est en train de constater. Je vous renvoie vers tous les webinaires, hein, ces sujets-là qu'on avait déjà animés. On parle aussi des choses nouvelles pour les formations de distance concernant plutôt les processus pédagogiques, où là, on va être beaucoup plus attentif, même s'il y avait des choses qui étaient sur distanciel, mais c'était quelques indicateurs par-ci par-là. Là, il y a des choses qui risquent d'arriver davantage sur les formations distancielles. Également, le sujet des sous-traitants, où là, le suivi qualitatif, la démonstration du pilotage, du respect du RNQ sur les sous-traitants et également le respect réglementaire juridique des sous-traitants. Donc, ça va être extrêmement aussi attendu. On parle beaucoup d'individualisation, de sécurisation des parcours. Ça, c'est quelque chose
qui sort de plus en plus et ce qui va être de plus en plus attentif. Mais ce que je suis en train de dire, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, soyons bien clairs, hein. Donc, c'est des choses que on attend, mais on va être beaucoup plus attentif, que ça soit sur les audits Calliope et aussi on regarde les différents contrôles, l'impact de l'amélioration continue. Ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Et puis, on parlait tout à l'heure, bah, sur les organismes certificateurs, une présence beaucoup plus accrue, elle l'était déjà du COFRAC, et là, ça va être encore plus suivi par nos amis du COFRAC. Donc, voilà un peu les orientations au conditionnel, mais on tend encore une fois vers une évolution très claire pour les organismes de formation et pour lesquels il faudra s'adapter. Mais je répète, il y a rien de révolutionnaire si on s'adosse et si on s'applique et on s'attelle sérieusement à faire vivre sa démarche qualité. Logiquement, c'est des choses qui vont peut-être être surprenantes, peut-être interrogeantes pour certains, mais pour d'autres, ça devrait être dans la logique de ce qu'on Mm. constate aussi. Très bien, exactement. Merci Karim pour cette petite synthèse. Et encore une fois, nous parlons au conditionnel, hein. Rien n'est sûr, rien n'est sûr, rien n'est... Quand ça sera sûr, on vous dira, voilà, C'est ça. le contenu. De toute façon, tu as raison, on le dira. Voilà, maintenant on va passer aux actualités qui concernent la certification et également les contrôles qui vont vraiment voilà, se mettre en place et de nombreuses parties prenantes dans ces contrôles. Pour commencer, les contrôles GIE et Datadoc. Alors là, en ce moment, il y a une effervescence hépatique. Je suis aussi transparent de l'accroissement des contrôles. Donc, forcément, le législateur, maintenant, attend les modalités de résultats au regard du financement qu'il y a pu avoir, donc que ça soit de l'apprentissage et autres. Et on a des contrôles Datadoc qui sont en cours. Je fais un petit rappel hein, concernant, alors, en sachant que les référentiels, à chaque fois, on les a mis en annexe, sauf pour la Driette et pour d'autres, mais lorsqu'on détenait les référentiels, on les a mis en annexe. Donc, concernant le contrôle Datadoc, hein, c'est un référencement Datadoc, c'est pas une certification. Je tiens à le clarifier ce point-là. On doit s'assurer de la qualité des formations, l'adéquation financière des prestations, ingénierie, innovation et tarifs pratiqués. On a un référentiel avec 6 critères et 19 indicateurs. Je sais qu'en ce moment, le GU Datadoc a lancé des grandes campagnes de contrôle tout azimut hein, pour beaucoup d'organismes de formation. Donc, c'est en cours, hein, très clairement, et ça risque de continuer jusqu'à fin décembre. On a là nos amis de l'Adrit qui également se mettent en ordre de marche. Ils le faisaient, mais là, ça s'accentue encore plus, où là, Ouais. c'est vraiment des contrôles beaucoup plus poussés que le contrôle Datadoc. Là, on doit bien évidemment s'assurer du respect des obligations légales surtout, et on vient d'en parler précédemment, sur les NDA. D'accord? Il y a une vérification de la réalité des actions de formation réalisées, hein, très clairement. Il y a un contrôle de la régularité administrative sur les BPF. Hein, j'ai déjà assisté à des contrôles réels et ils poussent véritablement. Concernant également la vérification des obligations fiscales et sociales, d'accord? Et la prévention également des inégalités, des fraudes. Donc là, la Driex pousse également davantage au-delà de Calliope. Là, vous avez compris, c'est Calliope avec son costume réglementaire et législatif. Très bien, merci Karim. Maintenant, les contrôles de la Caisse des dépôts et consignations sur le CPF. Tu veux aborder le sujet ou comme tu veux, Raphaël, Allez, Allez, je tu te lances? commence. Allez, c'est parti. Donc, voilà, la Caisse des dépôts et consignations, l'objectif, c'est quoi? C'est 1000 contrôles prévus en 2025, répartis sur 3 campagnes. Ces contrôles, ils vont être voilà, visés sur 17 critères, qui pareil sont détaillés, on les a mis en annexe, les 17 critères. Mais globalement, ce qu'on retrouve, c'est la qualité de l'action de formation, les conditions mises en place par l'OF et l'adéquation avec le projet professionnel des bénéficiaires.
on aura donc deux types de contrôles hein, menés par la CDC. Donc des contrôles dits standards, c'est d'un échantillonnage de deux actions et ce sera un contrôle documentaire sur pièce. Voilà, il faudra transmettre des pièces, ils vont demander une liste, hein, un inventaire de Prévert des pièces à fournir et vous allez devoir les transmettre. Et d'un autre côté, il y aura des contrôles exhaustifs, donc c'est des contrôles plus approfondis qui sont menés sur site. De mars à mai, il y a eu 250 contrôles, donc 240 contrôles dits standards, et puis 10 contrôles qui étaient déjà exhaustifs, donc qui étaient menés, voilà, c'est des contrôles ciblés, visés sur des OF qu'ils avaient un peu déjà dans le collimateur, si je puis dire ça. Ensuite, on a la seconde vague qui est de 360 contrôles. Donc, on reste sur 300 contrôles standards et on a 60 contrôles exhaustifs, dont 50 qui sont issus des contrôles standards précédents. Voilà. Si sur les premiers contrôles standards qui ont été menés de mars à mai, ils ont voilà, constaté des irrégularités, il y a voilà, la possibilité de pousser un deuxième contrôle, un contrôle cette fois exhaustif, sur site. Et l'objectif sur le dernier trimestre de l'année, c'est de mener 390 contrôles, 300 standards, 90 exhaustifs. Et donc là, pareil, on augmente le nombre de contrôles exhaustifs et toujours essentiellement issus des contrôles standards qui viennent des contrôles standards des vagues de contrôle précédentes. Ensuite, les résultats de ces contrôles, bah voilà, si vous avez un contrôle validé, vous avez une période de 3 ans sans contrôle, voilà, de la CDC, hein. Donc les autres parties prenantes qu'on a citées et qu'on va citer pourront toujours venir vous contrôler. Mais en tout cas, en cas de contrôle validé, vous ne vous entendrez plus parler normalement de la CDC pendant 3 ans. Ensuite, il y a le contrôle avec réserve. Donc, vous avez 3 mois pour vous mettre en régularité. Et ensuite, il y aura un nouveau contrôle derrière pour vérifier le retour voilà, ce qu'ils appellent la régularité. Et le troisième niveau, c'est un contrôle invalidé. Ils vont transmettre le rapport au certificateur Calliope, voilà, pour information. On a contrôlé tel OF, on a constaté ça. Voilà. Et voilà, comme on l'a dit, la possibilité, du coup, dans la foulée de ces contrôles invalidés, de faire des contrôles exhaustifs pour pouvoir voilà, venir sur site et pousser un peu plus le contrôle. Et dans des cas rares, il y aura la possibilité de faire des procédures contradictoires. Voilà. On n'en sait pas plus. C'est déjà en cours, hein. Ouais. C'est déjà en cours, Déjà, hein. ouais. On a des prestataires qui nous ont dit qu'ils étaient déjà contrôlés sur du standard, hein, et puis d'autres sur l'exhaustif. Mhm. Très bien. Voilà pour les contrôles CDC. Et maintenant, on a également les contrôles France Travail, Karine. C'est ça. On continue, hein. Il y a une mise à jour des conditions générales de financement pour les aides individuelles, donc les fameuses AIF et dans le cadre aussi des PMI. Donc il y a un référentiel qui est annexé à ces CGF, hein, où là on fait un lien très clairement. Donc les contrôles, c'est bien évidemment sur le contrôle de service fait, hein, fait d'émargement, et ainsi de suite, hein, démontrer la présence réelle et formelle de la personne. Et également le référentiel dans lequel on parle beaucoup d'individualisation de parcours. Tiens, c'est un sujet que j'ai abordé dans les grandes orientations, hein, précédemment. Développement des compétences, on concrétise les projets pro, piloter les ressources et l'amélioration continue. Là, on se rend compte qu'on est aussi dans plutôt un contrôle organisationnel, hein, et fonctionnel de l'OF. On retrouve également, donc France Travail est en cours, hein, bien évidemment. Peut-être qu'il y a des organismes qui ont été aussi contrôlés par France Travail, hein, c'est aussi des contrôles très poussés et très documentés. On a des contrôles également qualité dans le cadre des programmes régionaux de formation, hein, les conseils régionaux qui financent la formation sur leur territoire ben, entraînent aussi des contrôles qualité sur un référentiel qui s'appuie beaucoup sur Calliope avec des indicateurs un peu transverses aussi, mais il y a des contrôles qualité aussi engagés par les conseils régionaux. Et également par la suite, tu peux mettre la slide voilà, La suivante. slide suivante, les contrôles rectorats. Ouais. Alors là, pareil. Bon, le rectorat, pour tous les organismes de formation qui dispensent des actions estampillées éducation nationale, vous savez qu'ils ont une mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage et il y a souvent des contrôles rectorat également, où là, on est plutôt sur du contrôle pédagogique. Il y a
très forte attente liée à l'organisation pédagogique de l'action de formation, la mise en place du positionnement, la conformité des durées de formation, les contenus de formation en lien avec les modalités pédagogiques pour avoir bien évidemment la mise en œuvre des activités contextualisées. On parle beaucoup des activités confiées à l'apprenti. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de la pédagogie de l'alternance, des choses qui vont être très attendues lors des contrôles éducation nationale, donc la pédagogie, hein, bien évidemment, et la compétence des formateurs et des maîtres d'apprentissage. Donc, c'est des choses qui vont être maintenant attendues lors des contrôles rectorats sur la fonction, l'expérience, la qualification du maître d'apprentissage, s'assurer qu'on a bien fait la démarche de demander à l'entreprise qui a identifié le tuteur qui est bien la qualification et également les compétences des formateurs en adéquation avec le niveau de diplôme Mhm. dispensé. Et pour le contrôle rectorat, c'est vrai qu'à l'ISQ, vous avez déjà reçu plusieurs rapports hein, de contrôle rectorat, puisque c'est envoyé, comme tout à l'heure pour CDC, au certificateur. Tout à fait, exactement. Ça nous est transmis dans la foulée. Alors, faut savoir, juste avant que je te laisse la parole pour le COFRAC, Ouais. que dorénavant, les organes de contrôle sont connectés entre eux, hein, pour votre information. Donc, l'un peut alerter l'autre et vice-versa, hein. C'est quelque chose qui s'est mis en œuvre là, fin 2024-2025. Donc, Mhm. maintenant, il faut savoir que l'information transite entre les organes de contrôle. Ouais, voilà. C'est ce qui était un peu entendu quand on disait que voilà, la CDC avait un peu déjà des organismes dans le viseur. Tu avais aussi un peu de ces échanges qu'il y a là entre organismes de contrôle. Voilà. Donc le COFRAC, comme on l'a dit, hein, voilà, le COFRAC, vraiment, il est dans une optique de renforcer également, lui aussi, hein, il renforce ses contrôles, on peut dire, hein, sur les organismes certificateurs. Hein, voilà, il vérifie qu'on fait bien ce que nous, on est censé faire. Et donc, à compter du 1er janvier 2026, le COFRAC, voilà, maintenant, se réserve le droit d'aller faire des visites de confirmation chez l'organisme de formation certifié. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif de ces visites de confirmation? Eh bien, c'est pour vérifier que le rapport de d'audit produit par l'organisme certificateur correspond à la situation réelle de l'organisme certifié. Comme vous savez, nous, voilà, l'auditeur il vient chez vous, il fait un rapport, il échantillonne des formations, il vous demande quelle formation vous avez réalisée, et on va regarder, par exemple, je sais pas, une formation BTS immobilier que vous avez réalisée précédemment, et puis on déroule nos indicateurs, on va voir un bénéficiaire particulier, quand est-ce qu'il a fait son analyse de besoin, quand est-ce qu'il a fait son positionnement, etc. Donc nous, c'est des choses qu'on remonte, qu'on note sur le rapport d'audit. Eh bien, ça va être l'objectif de ces visites de confirmation, ça va être de vérifier que nous, ce qu'on a mis sur notre rapport, ça correspond vraiment à la situation réelle de l'organisme. Est-ce qu'on a mis qu'il y avait un dénommé Valentin dans cette formation? Est-ce qu'il y avait un dénommé Valentin? Est-ce qu'il a fait son évaluation le 17 juillet? Et ben, il faudra que, voilà, ce genre de choses, qu'il y ait une concordance entre le rapport d'audit et la réalité de la réalité de l'organisme, enfin, que l'auditeur a vraiment vu, voilà, les choses qu'il a enseignées sur le rapport. C'est une évaluation qui sera réalisée dans les locaux de l'organisme en présence d'un représentant donc, de l'organisme certificateur. Et voilà, c'est un contrôle qui n'intervient pas à la place des audits classiques, hein, initial, surveillance, renouvellement, mais voilà, c'est en complément, donc pareil, hein, qui peut être déclenché quand il y a des éléments qui remettent en cause la réalité et ou l'efficacité d'un audit Calliope mené par un organisme certificateur. Oui, alors on avait déjà abordé le sujet. C'est rassurant, Raphaël, très Oui, clairement, tout à hein. fait. C'est rassurant parce que dans nos entourages respectifs, on a déjà entendu des pratiques, et ainsi de suite, d'auditeurs, d'organismes certificateurs, ainsi de suite. Bon, nous, à Mhm. l'ISQ, on essaye de faire preuve le plus possible, bien évidemment, de professionnalisme, et c'est ce pourquoi je pense qu'on est aussi reconnu. Cependant, cette volonté du COFRAC est dans toute logique aussi de renvoyer les organismes certificateurs à leurs responsabilités qualitatives pour lesquelles ils ont été certifiés. Hein, d'autant plus qu'il y a une nouvelle campagne en cours, Raphaël, d'organismes certificateurs Calliope à court terme. Donc le COFRAC fait bien son job là pour le coup sur cette dimension-là. Mhm. Tout à fait, exactement.
On dit Alors, ouais, les premiers retours des audits de surveillance, hein. En fait, il y a toujours des contrôles, il y a toujours des audits. Il faut savoir, voilà, les organismes de formation, je pense, doivent être une des entreprises les plus contrôlées en France. Et donc, qu'est-ce que nous dit nos premiers retours de surveillance par nos auditeurs? Donc, les éléments importants, c'est que, voilà, n'oubliez pas, les audits de surveillance, pardon, c'est des audits plus courts que les audits de renouvellement que vous avez passés l'année dernière. Donc, il y a moins de temps à consacrer à chaque indicateur et donc moins de temps pour présenter les éléments de preuve. C'est vrai que l'audit de renouvellement, on avait vraiment le temps, des audits plus longs, on pouvait aller en profondeur, creuser les différents éléments de preuve. Là, voilà, on va vraiment essayer d'aller à l'essentiel, d'aller rapide. Donc, voilà, ne vous vexez pas si l'auditeur parfois vous interrompt en vous disant merci, les éléments sont suffisants. C'est pas que ce que vous lui proposez ne l'intéresse pas, c'est qu'il a un chrono à tenir. Et si on n'arrive pas à faire tous les indicateurs pendant le déroulé de l'audit, malheureusement, s'il ne voit pas les éléments, eh ben, il devra mettre une non-conformité majeure sur l'indicateur incriminé. Autre élément important, les audits de surveillance, par principe, c'est à distance. Donc voilà, n'oubliez pas, il faut pouvoir accéder à tous les éléments de preuve et une agilité dans le partage des éléments, comme on l'a rappelé lors de notre précédent webinaire qui était dédié un petit peu sur le sujet. Comme on a moins de temps, et ben, ça serait bête de perdre du temps justement sur ce genre de détails. Attendez, j'ai pas numérisé la feuille de présence, je ne sais plus où il est cet élément. Vraiment, assurez-vous que vous avez tous les éléments de preuve numérisés. Et puis voilà, donc maintenant vous êtes un peu sur votre quatrième audit hein, depuis le début de la certification Calliope. Hein. Vous avez fait un premier cycle, puis même si vous avez fait des extensions, c'est déjà le cinquième, sixième. Donc n'oubliez pas de garder la même implication que lors des premiers audits et ne pas se reposer sur les précédents résultats que vous avez obtenus sur les précédents audits. Hein. À chaque fois un nouvel audit, c'est une nouvelle évaluation à un instant T. Et donc ce qui s'est passé avant, ben, malheureusement, ça ne compte plus. On relance les dés à chaque fois, si je peux dire. tu sais, j'ai abordé le sujet dans les orientations de l'amélioration continue permanente. Et on comprend les OF qui actuellement sont contrôlés tout Mhm. azimut, à qui on leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de traçabilité pour démontrer la véracité de leur activité. On comprend que des fois, certains sont seuls, des fois des petites équipes. Et effectivement, le retour que nous avons des auditeurs, c'est qu'il y a un petit relâchement. Et donc, soyez vigilants. On sait que c'est pas facile. On sait qu'actuellement, c'est pas facile, mais on compte sur votre, bien évidemment, professionnel pour continuer à maintenir. Parce que là, pour le coup, Calliope, tu l'as pas, c'est un peu compliqué pour la suite de ton activité. C'est vrai, exactement. Et alors, je fais un premier bilan sur les indicateurs non conformes qu'on a eu, nous, sur ces premiers audits de surveillance. En premier indicateur 1, sur la diffusion d'une information accessible, détaillée, vérifiable. Voilà, bien mettre à jour les informations, bien mettre à jour les données, c'est important. Ça aussi, c'est vérifié par l'auditeur. Indicateur 21, détermination, mobilisation et évaluation des compétences des intervenants. Donc, il y a trois niveaux. Vérifie bien d'être voilà, en conformité sur les trois niveaux, comment je détermine mes besoins en termes de compétences, comment je les mobilise et ensuite comment je les évalue, mes intervenants. Indicateur 30, toujours là, le recueil d'appréciation des parties prenantes. Hein. On en a quatre, elles sont citées hein, dans le guide de lecture. Hein. Les participants, les formateurs, les financeurs et les entreprises. Donc, voilà, il y a les quatre à solliciter. Donc n'en oubliez pas une lors de vos enquêtes de satisfaction. L'indicateur 11, voilà, l'évaluation de l'atteinte des objectifs par les bénéficiaires. Voilà, vérifier que voilà, on a bien une évaluation. Hein. Une auto-évaluation ne suffit pas. Hein. C'est précisé dans l'indicateur 11, c'est l'organisme de formation qui évalue l'atteinte. Donc une auto-évaluation n'est pas forcément en accord avec cette phrase-là. Et l'indicateur 26, une mobilisation d'expertise, outils et réseaux pour accueillir, former ou orienter les PSH. Hein. Donc voilà, hein, vérifiez, relisez bien l'indicateur 26. Tout ce qu'il demande, parfois ça se joue sur un mot, c'est de la sémantique, mais en tant qu'auditeur, il va vraiment vérifier que tous les points du guide de lecture sont conformes. Puis juste un petit rappel que les webinaires de 2024 ont abordé ce sujet
N'hésitez pas à revenir sur nos webinaires qui sont Tout sur à notre fait, ouais. Je pense chaîne qu'on les a YouTube, tous hein. passés en revue. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est clair. Voilà, je vais vous faire un petit passage rapide sur nos nouvelles solutions. Donc, pour commencer, le label Digital Learning. Donc, c'est un label qui est là pour attester la qualité des programmes en ligne ou hybrides qui sont centrés sur une expérience apprenant inclusive et responsable et valoriser l'excellence opérationnelle et pédagogique des organismes de formation qui mettent en place donc des formations, tout ou partie à distance. Comme l'a dit Karim un petit peu plus tôt, ça arrive justement dans un contexte où on a une diminution des LPEC, hein, des niveaux de prise en charge des formations qui sont à plus de 80% en distanciel. Comme tu l'as dit Karim, il y a une minoration de 20% qui sera appliquée au niveau de prise en charge. L'objectif de ce label, c'est donc de valoriser l'expertise que vous pouvez avoir sur justement l'animation de ces formations à distance. Ce label, il est divisé en 7 domaines et 36 critères qui suivent l'état de l'art de la pratique pédagogique numérique et hybride et qui est aligné sur les lignes directrices d'ISO 26000. Ça parlera aux plus qualiticiens d'entre vous. Donc voilà, des domaines qui vont vérifier votre stratégie, les moyens, les objectifs que vous mettez en place, pardon, les enjeux de conception, production, animation sur ces dispositifs de formation à distance. Voilà, on verra voilà, les moyens humains, les moyens techniques, ce genre de choses qui seront balayées par notre référentiel. Sont éligibles toutes les structures, établissements d'enseignement supérieur et organismes de formation qui proposent une offre de formation à distance ou hybride certifiante ou diplômante avec au minimum 30% du volume horaire et jusqu'à 100% total distanciel qui est réalisé en distanciel. Voilà, donc nous avons mis le cycle qui serait de 5 400 euros pour 4 ans, ce qui revient à peu près à 1300 euros annuels. Et donc c'est un produit que l'on a pour objectif de lancer dès la rentrée en septembre 2025. Voilà, une petite frise chronologique que vous aurez le temps de lire qui décrypte les temps de passage. Nous, on a au début une analyse de la conformité pour vérifier que vous êtes bien en accord avec la réglementation en vigueur. Puis on aura en amont de l'audit une petite revue documentaire sur certains des critères, 1, 2, 5, 12, pour voilà, alléger un peu l'audit initial. L'audit initial sur donc, les critères que l'on a vus, un jour et demi minimum, l'auditeur va balayer comme, voilà, un peu comme Calliope, est-ce que vous respectez les attendus du référentiel? Et ensuite, on a 2 audits de surveillance tous les 18 mois et voilà, un audit de renouvellement à faire avant la fin de la certification. Ok. Et pour notre certification Certiform Pro, c'est une certification de 4 ans qui valorise les spécialités et les expertises métiers. Voilà, on touche un peu à l'ancienne qualification au PQF, hein, où vous étiez qualifié par spécialité. C'est un petit peu aussi l'objectif de cette certification qui permet aux prestataires de faire reconnaître sa capacité à exercer une activité dans une spécialité et ou un métier bien défini. Voilà, l'objectif, c'est voilà, de différencier un peu avec Calliope, comme l'a dit Karim, Calliope, certification de processus, donc qui est vraiment là pour qui englobe l'entièreté des organismes de formation sur le marché, peu importe leur spécificité, alors que là, voilà, le Certiform Pro va permettre de valoriser une spécialité. Ça va contribuer à améliorer l'offre de prestations des secteurs activités en cohérence avec la nomenclature ROM et ça va valoriser voilà, vos caractéristiques et vos spécialités, l'efficacité de la pédagogie et en tenir en compte la démarche RSE qui est voilà, très importante maintenant. Et nous sommes accrédités par l'EcoFrac sur ce produit comme nous le sommes sur Calliope. Bon, super. C'est deux beaux produits, Raphaël, que l'ISQ est en cours de mise en œuvre, hein. Oui. Effectivement, hein, on pourrait s'interroger, pour ceux qui sont déjà Calliopisés, ben, il y a souvent des interrogations sur la valeur ajoutée de Calliope sur le marché. Et là, typiquement, est-ce que aussi d'avoir une nouvelle certification et ou un nouveau label au regard du paysage de la formation pourrait vous démarquer? Certiform Pro est vraiment sur la spécialité métier, hein, c'est très intéressant. Et puis pour le label learning, là, c'est une valorisation aussi
la qualité de la mise en œuvre des actions distancielles. Donc, c'est deux beaux produits qui sont apportés par l'ISQ aujourd'hui sur le marché. Oui, tout à fait. Merci Karim. Et donc voilà, on retrouve les spécialités voilà, de Certiform Pro, les spécialités qui étaient du temps de l'OPQF pour ceux qui ont connu. OK. En conclusion, Karim, sur ce gros webinaire plein d'informations. Beaucoup, on aurait aimé le faire en 2 heures, hein, Ah, très clairement, être beaucoup dans le détail, hein, et dans une approche un peu plus pédagogique. C'est aussi la difficulté du timing qui nous est alloué et puis aussi de votre disponibilité. Cependant, on l'a compris, hein, il y a une législation, une réglementation qui est toujours en mouvement. On resserre, on détricote, on remet en avant, on revient. Donc, il faut être toujours, je dis souvent aux organismes de formation, essayer d'être dans une stratégie d'adaptabilité. Et ça, je crois que c'est vraiment très important parce que en plus des contrôles se mettent en place et là, tout le monde y passe. Tout le monde y passe, hein, tous les types de financement, catégories d'action, tout type de prestataires, donc tout le monde y passe. Et donc, soyez extrêmement vigilants à maintenir votre expertise, votre professionnalisme et ce pourquoi vous êtes reconnu. Au-delà du maintien de Canopy, c'est aussi les enjeux réglementaires et législatifs qui, là, vous l'avez compris, se resserrent de plus en plus avec à chaque fois maintenant une démonstration de l'usage des fonds publics qui vous ont été alloués. Donc ça, c'est quelque chose sur 2025, 26, voire 27 qui va être mis en œuvre. Bon, le nouveau label et les nouvelles certifications pour l'ISQ, je trouve que c'est vraiment un produit nouveau et qui vont amener une valeur ajoutée, avec une conséquence par rapport à ce que je viens de dire, bien évidemment, hein, je vous conseille une veille permanente, vous l'avez compris, et de sécuriser votre démarche qualité. Hein, ça, en vue de vraiment, j'insiste bien, pérenniser votre activité économique. Parce qu'on vient de se rendre compte que quand on est OF, on bénéficie de fonds publics mutualisés et ou privés et que tous les types de contrôles impactent aussi sur les organisations. Au-delà de maintenir son canopy, sa démarche qualité, c'est aussi sa viabilité économique. Donc voilà pour la conclusion. Prochain webinaire, volontairement, euh, souhaitez mettre en avant un nouveau label Avec des école points privée d'interrogation. avec des points d'interrogation et nouveau RNQ, Calliope. Point d'interrogation. Rendez-vous 18 septembre. Je pense qu'on aura encore des choses à vous raconter. Eh bien, merci Karim pour cette conclusion et on va passer au petit temps de questions-réponses dont vous avez l'habitude et je vais laisser la parole à Louis pour nous dire si on a eu des questions. Je suis là, il y a eu pas mal de questions, ça je vous le cache pas. C'est pas une question, je pense que je vais faire un petit complément d'information sur la V10 du guide de lecture qui fait pas mal réagir sur le chat. Comme vous l'avez si bien dit, on ne connaît pas la date de publication de cette V10, donc du coup, on n'est pas en mesure de donner la date d'application, de mise en application non plus. Donc, pour les audits, notamment de surveillance qui auront lieu en septembre ou octobre, on n'est pas en mesure de dire si, il y aura la V10 ou pas. Voilà. Donc ça, c'est dit. Maintenant, je vais avoir des questions sous-traitance. On va commencer dans le vif du sujet direct. Ça va te faire rire, Karim, je pense. Est-ce que les formateurs externes doivent détenir un numéro de déclaration d'activité? Eh ben, bon, c'est pas faute de l'avoir dit, et vous l'avez compris, on a abordé le sujet des contrôles. Et on constate que de plus en plus que s'il y a ce type de contrôle, c'est que aussi on ne respecte pas trop la législation sur le sujet. Donc oui, un intervenant externe qui participe dans la mise en œuvre de l'action de formation doit avoir son NDA pour sécuriser de toute façon la partie législative, mais aussi pour démontrer que son activité financière est autour de la prestation de formation. Donc, il aura un DTF et ainsi de suite. Donc, il y a plus trop de débat là-dessus sur la notion de NDA. Et encore une fois, par expérience, au regard un peu de mon activité aussi d'accompagnateur, je peux vous dire que tous les contrôles auxquels j'ai insisté, le NDA est demandé dans la liste. Donc, plus de sujet. Ouais. Puis on a vu, on a pris 20 000 NDA en un an. Hmm.
On a une idée d'où viennent ces 20 000 NDR. Toujours à propos des sous-traitants, est-ce qu'ils doivent être déclarés sur EDOF même lorsque les formations ne sont pas diplômantes? On a eu cette question 2 fois. Voilà, c'est une question. Alors, je ne maîtrise pas cette partie-là, mais je pense que oui, de mémoire, hein, mais on pourra répondre de manière plus spécifique, lui, à la personne qui nous a posé la question, hein, sur le sujet. Très bien. Une partie sur les contrôles que tu viens d'évoquer. Dans le cas d'un contrôle invalidé par la CDC et transmis au certificateur Calliope, est-ce que cela peut entraîner l'annulation du certificat, Raphaël, le retrait? Raphaël, je pars sous ton couvert, mais non, hein. Vas-y. Il y a pas d'impact, hein, puisque la démarche du processus de certification Canopy est propre à l'organisme certificateur. Qu'on ait des points d'alerte concernant ces rapports, oui, parce que potentiellement, comme je vous disais, puisque tous les organes de contrôle auront l'information, ça sera peut-être un point de vigilance et de prudence au prochain audit, hein. Mais Exactement. Raphaël, hein, tu me... Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire tout à fait, c'est que ce rapport qui va nous être transmis, il sera transmis à l'auditeur qui sera en charge de votre prochain audit et il va donc voilà vérifier, contrôler que si des points sont en concordance entre les contrôles de la CDC et les contrôles de Calliope, car il y a des choses qui correspondent entre Calliope et les contrôles CDC et d'autres trucs qui concernent plus la CDC et moins Calliope, donc on Tout verra à voilà fait. C'est ce ça. sera l'auditeur qui verra lors de l'audit. Merci. Une question VAE. Euh, quid, qu'est-ce qui se passe, pardon, si le diplôme préparé n'est pas encore inscrit dans France VAE, dans le cadre d'une VAE? La question était peut-être un peu floue, je me suis dit. Peut-être que Laure, tu peux rajouter un complément. Parce que là, c'est pas clair. Alors, Non, Laure, ton non, micro. non. Ouais, la question est un petit peu floue en fait, et je l'ai D'accord. posée sous les yeux, moi. Pour ça que j'ai pas répondu, parce qu'il y a des questions comme ça où il faudra qu'on refasse un mail et qu'on réponde après le webinaire. Mm. Mhm. Bon, ok. Ok. Laure, tu as peut-être des questions complémentaires? Alors, j'étais en train de J'ai pas vu ce qui était regarder. passé. On a des questions, mais sur 11h30 on répondra après parce que c'est un petit peu long pour répondre. Euh, il y a toujours ces questions juridiques, mais nous sur lesquelles on ne se positionne pas. Si un intervenant extérieur dispense un cours ponctuel, doit-il être considéré comme un sous-traitant ou comme un intervenant? Hmm. Malheureusement, on ne se positionnera pas. Alors, attends, pour les indicateurs 11h30 on répondra après. Ah oui, comment montrer que les formations évoluent suite au retour des stagiaires alors qu'il s'agit d'un sous-traitant qui l'anime, en fait. Alors, recommence, non, Donc, excuse-moi. comment montrer que les formations évoluent suite au retour des stagiaires alors qu'il D'accord. s'agit d'un sous-traitant qui l'anime? C'est un sous-traitant qui anime et comment nous, on peut montrer, organisme de Hmm. formation, que les formations évoluent? Bah, en tout cas, ce qui va être important, hein, c'est lorsque on peut tout à fait démontrer que la prestation a évolué au regard d'un avant, un programme initial et un nouveau programme mis à jour. Ça peut être un premier moyen de démonstration. La question qui me vient, moi, de suite, c'est plutôt sur le pilotage du sous-traitant, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le suivi Hmm. qualitatif du sous-traitant. Je crois que là, il y a un travail à envisager avec le sous-traitant de synergie, de collaboration pour démontrer qu'il y a une prise en compte et un travail de co-construction pratiquement pédagogique, hein. Donc oui, je dirais le programme, les innovations aussi pédagogiques qui ont été mises en œuvre et qui vont être peut-être reproduites par la suite sur les autres formations, hein. Il y a plusieurs possibilités. Là. On regarde, je ne sais pas quel type de satisfaction, d'insatisfaction mise par le bénéficiaire, mais ça peut être aussi sur le formateur, une montée en compétence du formateur qui peut être démontrée. Voilà, c'est multiple à mon sens, mais c'est assez démontrable en termes Mhm. d'amélioration continue. Oui, par rapport aussi au retour que le formateur va nous faire et les documents qu'il nous Tout remet, à hein. fait, Ouais. tout à fait.
Juste, je Mm. rebondis sur cette partie liée à la sous-traitance. Vous avez compris que nous ne pouvions pas répondre stricto sensu là-dessus sur le plan juridique. Il y a des spécialistes qui existent sur la place, mais cependant, l'arrêté du 28 décembre a déjà cadré cette partie-là concernant les formations dispensées sur le CPF. Concernant les N2A, il y a de moins en moins de débats sur les sujets parce que entre DRITS aussi, le sujet, maintenant, vous pouvez regarder les guides qui sont envoyés aux OF par les DRITS, on parle de NDA, quoi qu'il se passe. Donc c'est ce vers quoi à mon sens, il va falloir aussi aller pour être dans le respect de la législation et de la réglementation. Donc, le débat intervenant externe ou sous-traitant ou prestataire externe, on l'entend bien. On l'entend bien. C'est difficile pour nous de pouvoir ne pas vous donner, en tout cas, d'orientation, mais ce n'est pas notre rôle. Cependant, soyez au fait de la veille législative et légale sur le sujet. Il y a beaucoup de webinaires qui sont animés, il y a beaucoup de partenaires aussi qui proposent des outils, des informations là-dessus. Donc, je sais que c'est pas facile. En tout cas, nous, en tant qu'auditeurs, on s'appuiera uniquement sur le RNQ qui sera peut-être le prochain ou l'existant. On verra. V9, le V10, ça dépend. Alors, il y a une question peut-être, mais Karim, tu en as déjà parlé. La déclaration des sous-traitants par l'OF concerne-t-elle uniquement les formations financées, finançables par CPF? Alors, là, à partir du mois de juin, oui, la plateforme est ouverte, c'est Mm. pour le CPF. Oui. Après, vous avez votre BPF à faire à chaque fois au mois d'avril ou des fois fin mai, hein, Mm. donc, et là, vous devez également déclarer votre sous-traitant. Mais cependant, là, l'information, c'est plutôt sur le CPF, hein, les sous-traitants Oui. négatifs. Oui. C'est ce que tu as précisé, mais on avait cette question qui est arrivée. Mm. Mm. OK? On a trop, on a une petite dernière, je pense, sur la minoration de niveau de prise en charge pour les formations à Ah oui. distance, Mm. que je trouve intéressante. Est-ce que ça concerne aussi le bilan de compétences? Ah, très bonne question. Oui. De mémoire, hein, ça, faudrait que je réponde de manière certaine. Hop, hop, hop. Je crois de mémoire que c'est sur les formations en apprentissage de mémoire, hein. Il faut vraiment que je veux pas me. J'y répondrai Mm. plutôt à la suite, mais je crois que c'est sur les formations par apprentissage, hein. D'accord? Pour moi, je rejoins ce que tu dis, mais on pourra vérifier Oui, dans les textes, mais oui, je suis en phase avec ce que tu dis. Ouais. oui. Mm. Voilà. Sinon, on me dit que c'était un peu anxiogène. Donc, est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin pour rassurer tout le monde? Ouais, non. Bien évidemment, actuellement être un acteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de compétences PAE, donc, nous interpelle forcément. L'État, de toute façon, et ça, c'est pas nouveau, hein, souhaite aussi, et ce qui est normal, hein, savoir comment ont été utilisés les fonds publics et mutualisés. Ça, c'est tout à fait logique. Cependant, moi, ce que je vous dis, c'est que il y a pas de révolution. Si vous travaillez comme vous le faites dans le cadre de Calliope à minima, hein, lorsque vous respectez tous les critères, moi je prends le critère 1, c'est la com, le critère 2, c'est la conception pédagogique, ainsi de suite, jusqu'à l'amélioration continue. On parle de veille, on parle de montée en compétences. Moi, si je maintiens mon système qualité, ma démarche qualité, je peux répondre à tout type de contrôle, entre guillemets, hein, d'accord? Hein, aux trois quarts des contrôles. Donc l'État n'est pas là aussi pour abattre, n'est pas là pour faire disparaître, comme j'ai pu entendre, des petits, des moyens. Non, arrêtons avec ces faux débats. Non, l'État souhaite s'assurer que les organismes de formation font leur job de manière qualitative pour pouvoir bénéficier des fonds publics. Donc, non, effectivement, ça peut paraître anxiogène. Nous, on tenait à rappeler cette dimension-là de contrôle, entre autres, parce que c'est aussi de la place qu'est la nôtre, c'était aussi notre orientation. Mais nous, en tant qu'organisme certificateur, on est confiant pour la plupart des OF qui font le job que nous avons au sein de l'ISQ, pas trop de soucis. Alors après, ceux qui se permettent de flirter avec des choix qui ne peuvent pas correspondre à la réglementation et à la législation, charge à eux, hein, mais cependant, moi je dis
qu'il n'y a pas de souci, il n'y a rien de révolutionnaire, continuez à faire le job. C'est un bon mot de la fin. Merci en tout cas, messieurs. Merci à tous. Très bien. Bonnes Merci à vacances. l'équipe, hein. Merci à Ouais. l'équipe, encore une fois, d'avoir bien bossé. Benjamin qui n'est pas là, mais merci encore une fois, parce que c'est toujours un travail de production et de synergie collective pour préparer ces webinaires. Merci à tous les OF hein, qui ont participé comme d'habitude de manière assidue. Excusez-nous de ne pas pouvoir répondre aussi à un moment à des questions spécifiques. On le fera post, bien évidemment, au webinaire. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et de bonnes retrouvailles au mois de septembre avec peut-être de la nouveauté ou pas. Merci. Merci, et on On verra bien. répondra en suivant aux questions auxquelles on n'a pas répondu ce Très jour. bien. Mm. Pas de souci. Bonne journée. Merci. Bonne Belle journée à journée. tous. Au revoir. Bonnes Et vacances. au Au revoir. revoir.